Bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette édition, la colère des élus et habitants d'Yves, petite commune située au sud de La Rochelle. À quelques jours d'une grande marée, ils déplorent l'absence de remise en état d'un cordon dunaire. Notre dossier s'intéresse ce soir à la réouverture du Fleuron de l'hôtellerie sur l'île d'Oléron, un hôtel fermé depuis déjà quelques années. Après un an de travaux, le Grand Large sur la commune de Dolus vient de recevoir ses 4 étoiles Grand Luxe. Il renoue ainsi avec son glorieux passé. Petit détour par le théâtre de la Coupe d'Or à Rochefort, où sera présenté ce soir et demain le nouveau spectacle de Pierre-Yves Chapalin, L'Absinthe. Mais pour débuter ce journal, direction le tribunal de La Rochelle, où les magistrats ont temporairement mis fin à leur mouvement de protestation. Solidarité avec leurs confrères nantais et indignation devant les menaces de sanctions proférées par le chef de l'État dans l'affaire Tony Meillon. C'était il y a 8 jours à La Rochelle, comme partout en France. Magistrats et fonctionnaires de justice décidaient de ne plus traiter aucun dossier. Entre-temps, le rapport de l'inspection générale des services judiciaires a rendu ses conclusions, dédouanant de toute responsabilité les juges nantais, mais maintenant la pression sur les services d'insertion et de probation. Alors ce matin, la fin momentanée du mouvement a été décidée. Arrêter le mouvement, ce n'est pas une renonciation, ce n'est pas un renoncement, c'est au contraire faire acte de responsabilité. Si nous arrêtons la suspension des audiences, c'est parce que nous savons que nous avons des devoirs envers le public qui vient nous soumettre ces litiges. C'est uniquement pour ça que nous reprenons les audiences. Nous souhaitons, nous exigeons que le problème des moyens de la justice soit effectivement étudié. Ça ne se résoudra pas uniquement au niveau local, ça ne peut se résoudre qu'au niveau national. Le rapport de l'inspection des services contient d'ailleurs un certain nombre d'éléments dans ce sens. Rendez-vous est pris le 29 mars prochain, laissant ainsi le temps au pouvoir exécutif de réagir à la crise actuelle. Mais si des sanctions devaient tomber sur des personnels nantais, la grève reprendrait de plus belle, à La Rochelle comme ailleurs. 3 bateaux de vrac ont été déchargés et rechargés au port de la Palisse. Une activité normale pour les dockers et les grutiers rochelais qui ont repris aujourd'hui le travail après environ 1 mois de conflit. Une reprise de l'activité le jour où des négociations entre le patronat et les syndicats se sont ouvertes à Paris. Un cordon de sable dérisoire, c'est celui qui protège la commune d'Yves et le hameau des Boucholeurs, envahi il y a 1 an par les eaux de la tempête Xynthia. Aujourd'hui, donc voilà ce qu'on nous propose. Tout simplement pour défendre 3 villages, on va dire 600 maisons, un global de 600 maisons. Et je dis, je suis là pour dire que c'est tout à fait inacceptable. Si des digues et des enrochements solides ont été construits à quelques centaines de mètres de là, sur ce territoire en zone naturelle, il semble impossible de réaliser de tels travaux. C'est la réponse que les services de l'État ont faite au maire. Et l'État, il nous dit, oui, ce serait bien de faire des choses, mais il y a des enjeux environnementaux, il y a des règles, il y a des lois. Je ne suis pas là pour transgresser les lois, bien évidemment. Mais il y a un moment où une réalité s'impose, et de dire la sécurité en tout premier lieu, et apporter des matériaux. Les travaux pour le maire se chiffreraient à 700 000 €, le prix de rachat de certaines maisons promises à la destruction, d'où la colère des riverains qui préféreraient que l'on dépense cet argent à les protéger plutôt qu'à les déloger. La dune de la LPO, c'est une bombe à retardement pour les boucheleurs, en fait. Donc s'il n'y a pas de travaux de fait, le peu qui a été fait, ça n'a servi à rien. Les 2 tiers sont déjà partis à la mer, il y a de l'érosion. Il suffirait de mettre 2-3 rangées de blocs calcaires en pied de façon à la maintenir. Et ils ne veulent pas le faire, voilà. Samedi, élus et habitants organiseront une chaîne humaine pour essayer de faire évoluer la situation. Ce jour-là, des grandes marées sont attendues avec un coefficient de 115, l'un des plus forts de l'année. 2,3 millions d'euros pour les sinistrés de Xynthia et c'est la Fondation de France qui est à l'origine de ce versement. Au lendemain de la tempête, cette association créée en 1969 et qui a pour vocation, entre autres, de venir en aide aux personnes vulnérables, cette association avait lancé un appel aux dons. Les 21 000 donateurs vont permettre ainsi d'aider des petites entreprises à se relancer, agriculteurs, conchiliculteurs, pêcheurs, artisans et commerçants, mais aussi 167 familles à se reloger. Boîte postale 22 75 008 Paris. C'est certainement l'un des derniers endroits avec une telle vue, un panorama pareil. Au pied de l'Atlantique, niché dans la dune, le Grand Large, le seul 4 étoiles de l'île d'Oléron, réouvre ses portes le jour de la Saint-Valentin. Pour les amoureux de la mer, sûrement. On y va, match de 2 bars, là. Il aura fallu près d'1 an de travaux pour tout remettre à neuf et créer une nouvelle ambiance. D'ailleurs, ce jour-là, une autre caméra filmée pour zone interdite. Les nouveaux propriétaires, cette famille du Sud, vient de larguer les amarres et sont passés de vendeurs dans l'électroménager pour s'embarquer
dans cette nouvelle aventure au bord de l'eau. On cherchait un hôtel à rénover au bord de l'eau et dans un environnement assez naturel. Et c'est vrai que quand on l'a découvert sur Internet, on a quand même, avant de venir, on savait qu'il y avait des fortes chances qu'on déménage. Donc quand on est venu, c'est l'environnement exceptionnel de l'hôtel qui nous a plu. Son côté naturel, les dunes, la vue sur l'océan qui est fantastique. Le bâtiment aurait pu être dessiné par Le Corbusier, de larges baies vitrées plantées sur un paysage dunaire. Construit dans les années 60, l'hôtel avait fini par fermer en 2006 après un projet de transformation en une trentaine d'appartements. Un passé glorieux tombé en désuétude, presque à l'abandon, puis finalement remis au goût du jour avec une évaluation 4 étoiles grand luxe en cours. Le maître d'hôtel, lui, a traversé toutes ces époques jusqu'à la résurrection du grand large aujourd'hui. On s'en réjouit, ouais. Franchement, par rapport à tout ce qui a été fait, les travaux, c'est vraiment impressionnant. Et on a eu l'inauguration, ça s'est fait, il y a eu beaucoup de monde et on n'a eu que des félicitations. Et donc forcément, après même pour nous, salariés, c'est agréable, quoi. Et bon, là, on retrouve aussi un peu la période fastueuse parce qu'on voit la clientèle déjà sur un premier service où il y a vraiment de l'attente. Et l'attente est là, on est satisfait, ils sont satisfaits. Donc voilà, on est content. Piscine, balnéo en bas. 28 chambres à l'étage, contemporain, soft et chic avec du mobilier design. Les propriétaires suivent les tendances du moment, mais là où ils jouent gros, c'est surtout en bas, au cœur de l'établissement, en cuisine. Assiette carré, on y va. À la baguette, un jeune chef aux dents longues élu meilleur talent par le Goemio. Il a également fait ses armes dans les plus grands restaurants parisiens avant de jeter l'ancre sur l'île. Je me suis décidé très vite, c'est le challenge de partir de zéro, de ne pas passer derrière quelqu'un. Voilà, c'est le rêve de beaucoup de chefs, je pense. Il y a tout à créer, donc que ce soit la clientèle, les plats, se rôder sur le matériel qu'on ne connaît pas, qui est très pointu, par contre, très efficace. Voilà, c'est toute une organisation à mettre en place puisqu'on part de zéro, donc il y a tout à faire. Ce jour-là, le premier donc, il y avait également dans la salle, parmi les 48 couverts, un invité surprise. Vous savez, celui qui donne ou pas les 4 étoiles grand luxe. Pas de faute, et c'est officiel. Le Grand Large retrouve son standing, son luxe d'antan, et redevient le fleuron de l'hôtellerie sur l'île de Léron. Mais tous les soirs, tu vas dehors, courir autour des chapiteaux de cire. Arrête de m'agacer, on dirait que tu fais exprès. Absinthe, c'est elle, une adolescente en crise, tourmentée, incomprise de ses parents. Un jour, sa vie bascule après les révélations d'un homme. Il sème le trouble dans son esprit. Son père n'est peut-être pas celui qu'elle croyait. C'est le point de départ d'une histoire de famille entre réel et fantastique. L'univers de son auteur, Pierre-Yves Chapalin. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est un monde aussi où on plonge un peu dans un inconscient, mais en même temps on frise avec le fantastique. C'est-à-dire qu'il y a des situations apparemment quotidiennes qui finalement se décalent de plus en plus et tout d'un coup on tombe dans une dimension qui n'est plus exactement quotidienne. Après 30 représentations au Théâtre de la Bastille à Paris, Absinthe débarque pour 2 soirées à Rochefort. C'est le 3e séjour de l'auteur et metteur en scène dans le Théâtre de la Ville. La 3e opportunité de découvrir une signature artistique et contemporaine, le fruit d'une collaboration et d'une coproduction avec la Coupe d'Or et Vincent Léandri, son directeur. Le travail, il le suit depuis plusieurs années et il est très sensible à ce travail. Et donc on a joué la lettre ici il y a quelque temps. Ensuite, on a joué La fiancée de Barbe Bleue, qui était un spectacle tout public, et maintenant Absinthe. Et donc, cette collaboration dure depuis quelques années, en fait. Absinthe, ce soir et demain soir, au Théâtre des Fourriers, pour s'enivrer avec La Fée verte et le monde étrange de Pierre-Yves Chapalin. On peut pas dire mieux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous avec Florian Ringuedet dans un instant pour l'édition Poitou-Charentes. Quant à nous, on se retrouve demain à 18h45. Bonsoir.